Bonjour à tous, bienvenue sur notre webinaire sur les événements hybrides. Vous allez tout savoir des coulisses de l'événement hybride. Donc aujourd'hui, je suis accompagné de Christophe Bazin chez Voisinbly, notre responsable produit, Bonjour. d'Alexia Morel. Bonjour, bonjour Christophe. D'Alexia Morel, notre responsable bonjour Alexia. Bonjour. Et d'Enora de Lanoé, c'est bien ça? L'anneau d'Anel. Lanoé d'Anel, Ouais, pardon, le tréma est chargé d'études à l'IFOP, qui va nous restituer dans cette présentation une étude de Wisenbly commandée à l'IFOP sur les événements hybrides et les cadres en France. tout à fait. Donc voilà, encore une fois, bonjour à tous. Donc je me présente, Jean-Charles Nicolas, donc je suis CEO de Wisenbly et une plateforme pour tous les événements d'entreprise. Et nous allons voir donc aujourd'hui en particulier donc ces événements hybrides. Alors, je ne suis pas au bon endroit sur les slides. Donc le sommaire de cette présentation. Donc, on va faire un petit tour d'horizon sur le format hybride, hein, les différents formats qu'on peut faire aujourd'hui. On va essayer de vous donner 5 conseils qu'on trouve importants pour s'approprier ce format. Ensuite, on verra si, oui ou non, le format hybride est un format si il est en train de s'installer ou pas dans les organisations d'entreprise. Et enfin, donc, on verra avec Enora notre enquête IFOP. Donc, on va commencer par une petite question pour savoir ce que vous évoque aujourd'hui le mot hybride et l'événement hybride. Donc, je lance le petit quiz. Voilà, il va bientôt vous apparaître. Donc, on va vous demander en un mot ce qu'évoque pour vous le terme hybride et voir si vous avez la bonne définition. Donc, je vais vous laisser répondre. Donc, vous allez voir apparaître dans quelques instants le quiz. Soyez pas timide. Vous pouvez y répondre. Vous avez reçu une petite notification vous demandant de voter. Voilà, je vois arriver les premières réponses. J'attends. Voilà, donc on a eu les premières réponses. Encore quelques secondes. C'était le vote pour voir vos réponses. Voilà, je viens de stopper le vote. Et donc, voilà. Donc, Je crois qu'on a perdu, on a perdu Jean-Charles. Le temps qu'il revienne. Balance, le figital, un mot qu'on utilise chez Wisenbly. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'est le présentiel avec peut-être un peu de mélange sur les lettres. Le mélange, voilà, beaucoup de réponses et le futur aussi. Voilà, donc vous avez quand même, vous tournez bien autour du sujet. Voilà, donc on va faire un petit tour d'horizon. Donc l'hybridation, par définition qu'on y donne chez Wisenbly, hein, c'est un événement ou une réunion avec des participants et d'autres qui sont connectés à distance. Donc, les connectés à distance, ils peuvent être connectés depuis chez eux, depuis un site distant. Enfin, il y a plein de formats possibles, envisageables. Et de même sur la réunion, pardon, j'ai perdu ma fenêtre, donc je ne vous vois plus. C'est embêtant. Bon. Alors, je ne sais pas comment faire. Hein.
Désolé, voilà, je vais les retrouver. Donc voilà, donc c'est plusieurs formats et qui s'adaptent un peu. Dans les entreprises, ça peut être des séminaires, ça peut être des formations hybrides, ça peut être une journée d'introduction de tous les nouveaux collaborateurs, ça peut être un salon avec des exposants. Voilà. Ce format hybride, il peut s'adapter un peu à tout type d'événement. Et aussi, on peut en parler un peu de l'historique de l'événement hybride. Waze a 11 ans aujourd'hui. Ça a commencé par du développement de l'interaction digitale plutôt pour des événements présentiels. Et sur les dernières années, et notamment avec la crise sanitaire, on a vu apparaître le distanciel, le full distanciel maintenant pendant quelques mois, avec des événements 100% à distance. Et aujourd'hui, avec le retour au bureau, l'hybride est devenu le format un peu flexible qui permet aux organisations de se réunir plus facilement. Donc en permettant aux gens de se connecter à distance. Donc c'est qu'on voit chez Wisely, de l'interaction digitale sur de l'événement présentiel, du full distanciel pendant la crise sanitaire et maintenant de l'hybride. Voilà. Alors, on va voir donc maintenant un peu avec tous ces événements qu'on a pu faire sur l'hybride, un peu les conseils qu'on peut vous apporter sur ce format pour vous aider à vous approprier ce type d'événement. Donc, le premier conseil qu'on vous donne, c'est de bien distinguer les audiences. Donc, la définition, c'est un événement qui va réunir une audience présentielle et une audience à distance. Donc, le principe, c'est de bien concevoir son événement pour gérer ces deux types d'audience, et ce, dès l'amont de l'événement. Par exemple, on va avoir 2 parcours d'inscription à notre événement, car, par exemple, une inscription à un événement physique, on va devoir s'y prendre un peu plus à l'avance, réserver une journée ou plusieurs journées pour venir en présentiel assister à la réunion ou à l'événement. Alors que sur du distanciel, on va être un peu plus flexible, on peut s'organiser peut-être un peu plus tard. Et donc, c'est 2 parcours d'inscription, de connexion en amont de l'événement qui vont être différents. Alexia, est-ce que je peux te donner la parole peut-être pour que tu donnes un retour d'expérience justement sur les événements que tu as pu organiser et quelles ont été les problématiques sur justement la distinction de ces audiences? Merci Jean-Charles. Donc oui, comme tu le disais, c'est vraiment important de pouvoir identifier les 2 audiences pour ensuite adapter les communications qui en découleront. Donc ça passe d'abord par la phase amont de l'événement, donc en configurant bien toute une gestion des invitations, pouvoir avoir une segmentation dans ces invitations, pouvoir identifier ceux qui participeront en présentiel et ceux qui participeront en distanciel. Il faut bien garder en tête, et c'est ce que nos clients, c'est ce qu'on conseille à nos clients, de bien garder en tête que c'est un objectif par cible. Donc pour vos audiences qui seront en présentiel, donc vraiment leur donner envie à travers vos communications, que ce soit avec les relances juste avant l'événement, que ce soit la veille ou le jour J, leur donner vraiment envie de se déplacer le jour J. Donc bien configurer des emails de rappel. Et pour l'audience en distanciel, donner à vos participants envie de suivre l'événement malgré la distance. Donc pour ces 2 cibles, il faut vraiment miser sur l'expérience interactive que vous allez pouvoir leur apporter. Donc vraiment bien segmenter vos invitations pour ensuite adapter votre communication derrière. Très bien. Merci Alexia pour ces bons conseils. Donc, n'hésitez pas à interagir avec nous, hein. Donc, vous avez le chat à droite. N'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau. On y répondra dans la mesure du possible ou à la fin de ce webinaire. Donc, ne soyez pas timides. Posez-nous bien toutes vos questions. Donc, un deuxième conseil qu'on souhaite vous présenter, c'est une bonne préparation. Parce que vous le voyez là, par exemple, aujourd'hui, j'ai dû être à distance car je suis présent sur un événement à Cannes.
Donc malheureusement, je suis dans ma chambre d'hôtel pour des raisons de Wi-Fi. Donc voilà, ça demande une bonne préparation pour à la fois les gens en présence être bien installés et ceux à distance aussi. Donc c'est une bonne préparation des speakers. Là aujourd'hui, on est 4 sur cet événement. Donc c'est voilà, une bonne mise en place en amont de l'événement, de mettre la technique au point, de bien définir le format de l'événement et voilà, bien penser au format qui va devoir gérer du présentiel et du distanciel sur le même moment d'échange. Alexia ou Christophe, est-ce que vous voulez intervenir sur cette préparation? Oui, alors nous, justement, vraiment, ce qu'on accentue pour nos clients, c'est vraiment la formation et l'accompagnement de ceux qui vont prendre la parole durant l'événement, qu'ils soient en présentiel ou en distanciel, mais il ne faut pas négliger les intervenants qui sont en distanciel. Suite à la crise Covid, on a bien vu qu'on devient de plus en plus familier avec des outils de visio. Mais à titre d'exemple, par exemple, on a accompagné un client, donc le magazine Elle, qui allait présenter tout un brainstorming en interne à ses équipes. Et en fait, on avait des intervenants qui étaient à l'étranger. Et on a vraiment vu l'importance de pouvoir les former, les familiariser avec l'outil qui est utilisé. Donc, en l'occurrence, c'était Wisely. Donc, il a fallu vraiment passer du temps pour les accompagner, les rassurer pour la prise de parole. Donc, vraiment, ne pas négliger tout ce qui est amont de l'événement, préparation. Et c'est vraiment important de pouvoir prévoir des tests quelques jours à l'avance pour vraiment les rassurer, qu'ils connaissent la solution et qu'ils n'arrivent pas le jour J sans connaître et en paniquant un peu avec déjà le stress de leur prise de parole et en plus la prise en main de l'outil. Donc vraiment bien accentuer l'amont de l'événement et les tests quelques jours avant. Ouais, et je rebondirai sur tout l'aspect technique également et l'aspect format. En fait, le format, aujourd'hui, on est sur un format webinaire où chacun, donc là, on est plus ou moins tous dans une salle. C'est assez facile, mais on peut avoir des formats un peu plus orientés séminaires où on va avoir des participants à distance, et enfin des intervenants à distance et d'autres sur scène. En effet, il faut vraiment également bien préparer les interventions de chacun, préparer des interventions un peu plus courtes, etc. Et aussi sur la technique, surtout sur ceux qui sont à distance, parce que généralement en présentiel, dans une salle de séminaire, il y a toute une régie qui va nous aider. À distance, on est souvent seul derrière son écran. Donc, comme le disait Alexia, il faut bien tester en amont, que le matériel soit adéquat, que la connexion soit adéquate, etc. Et en effet, ça passe par des tests et aussi une connexion des intervenants au moins une demi-heure en amont, comme on l'a fait là, pour que tout le monde soit calibré et que les interventions se passent le plus proprement possible. Voilà. Ok, bon, vous avez bien, je pense que vous avez bien illustré. Voilà, on parlait technique. De l'événement. Et oui, Christophe. Oui, je pense que Bon, on parlait juste technique, Jean-Charles. Il y a eu juste une micro-coupure de connexion et je reprenais la parole. Mais c'est bon, je pense que c'est revenu chez toi. Oui, vous m'entendez bien. Voilà. Donc, le troisième, troisième point, c'est choisir la bonne plateforme pour organiser sa réunion, son événement. Donc, le conseil qu'on vous donne, c'est de vraiment essayer de centraliser les prestataires. Voilà, le format hybride, c'était quand même un format nouveau, un format qui demande de la mise en place, qui demande de la technologie. Et donc, voilà, donc c'est aller multiplier les prestataires, ça peut devenir compliqué. Donc, le choix de la bonne plateforme, pour nous, c'est un choix d'une plateforme un peu tout en un qui va vous permettre d'organiser votre événement de A à Z. Pour nous aussi, la bonne plateforme, c'est une plateforme qui va créer de l'interactivité avec les participants. Je suis un peu déçu, vous posez sur le chat. Vous avez été nombreux à répondre au premier quiz, mais vous êtes un peu timide sur le chat, donc n'hésitez pas. Mais voilà, pour nous, l'interactivité est vraiment importante et elle doit être au cœur de l'événement, car voilà, vous avez toujours vos deux audiences
à inclure. Et donc, cette interactivité va être le moteur commun à ces deux audiences. Donc, permettre d'échanger voilà, à la fois les gens en présence et à distance et de participer à un même événement. Donc, si vous voulez être inclusif, c'est vraiment par l'interactivité que ça va se passer. Après, bah, évidemment, une plateforme qui soit simple. Là, vous découvrez aujourd'hui la nouvelle plateforme de Wisely. C'est pour ça qu'au début du webinaire, on a eu quelques points de... Mais voilà, on souhaite aussi voilà, proposer une plateforme qui soit intuitive, simple d'utilisation. Voilà, même si le format en lui-même derrière, effectivement, ça devient des formats de réunion ou d'événements qui demandent de la préparation parce que voilà, vous gérez des gens à distance, des gens en présence et c'est important, si vous voulez engager votre audience, de bien gérer tout ça. Christophe, est-ce que tu veux compléter un petit peu le choix de la bonne plateforme et du point de vue produit? Ouais, je pense que tu as déjà dit pas mal de choses, mais sur le fait, en effet, de centraliser au maximum les prestataires, en effet, l'idéal, c'est d'avoir le moins de prestataires possible, et ça, on le sait dans beaucoup de domaines, que c'est toujours plus simple de travailler avec le moins de personnes, avec les personnes les plus efficientes, et donc voilà. Mais en fait, maintenant, beaucoup de plateformes proposent justement d'avoir un maximum de fonctionnalités, et surtout, suite à la crise sanitaire, en effet, les formats ont un peu changé ou se sont adaptés. Maintenant, on va dire qu'une grosse majorité des plateformes permettent de gérer un événement de A à Z, donc de la partie gestion des inscriptions et invitations. Donc, inviter les participants, leur permettre de s'inscrire aux ateliers qu'ils souhaitent. Donc, toute cette phase amont, en fait, ça, c'est intéressant déjà quand l'outil la propose. Toute la partie préparation, évidemment, côté administrateur. Ensuite, la phase live, qui est justement la partie interactivité. Et au-delà de ça, toute la partie récolte de data, avec analyse de l'engagement. On sait que maintenant, l'engagement, c'est quand même une statistique clé qui permet de savoir si un événement s'est bien passé, comment un événement s'est passé, comment les participants ont été engagés. Donc, si la plateforme comprend tous ces outils-là, clairement, c'est quand même plus facile d'un point de vue organisation de se baser là-dessus. Sinon, en effet, choisissez les bons prestataires qui vous permettent qui vous permettent de centraliser tous ces outils-là si vous ne pouvez pas choisir une seule plateforme. Mais l'idéal, c'est en effet d'avoir au moins une seule plateforme qui permette de répondre à un maximum de besoins. Ok, c'est très clair. Alexia, est-ce que tu as des petites choses à rajouter là-dessus, sur la bonne plateforme et sur le retour de nos clients voilà. Non, tout a été dit principalement par Christophe. J'ajouterais peut-être que, comme l'a dit Christophe, c'est important notamment pour tout ce qui est data, mais aussi pour ne pas avoir de déperdition. Donc, comme on l'a dit, bien gérer tout ce qui est amont de l'événement, donc les invitations, les emails de rappel, le jour J, le live et ensuite tout ce qui est analyse. Mais c'est important d'avoir une plateforme qui regroupe ces trois étapes pour déjà vous faciliter vraiment la prise en main et de ne pas avoir de déperdition d'informations, donc ne pas perdre des personnes qui vous ont dit être en distanciel, les personnes qui vous ont dit être en présentiel, pouvoir vraiment tout couvrir. Et c'est c'est le besoin le plus fréquent de nos clients, avoir une plateforme qui couvre vraiment ces trois phases de l'événement. Après, peut-être que je peux rajouter aussi sur la plateforme à nous, on la veut aussi conviviale. C'est ce qu'on essaye de donner un petit côté événementiel aussi, sortir de l'outil de tous les jours et d'avoir ce petit plus, en fait, un peu de convivialité qui va permettre aussi à l'audience de se sentir un peu plus engagée. Voilà. Donc, ça peut se faire par de la customisation de la plateforme, aux couleurs de votre entreprise, de votre marque. Voilà, de plusieurs manières, un peu de gaming, ça va donner quelque chose de un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Et donc ça aussi, je pense que c'est une valeur d'une plateforme. Donc nous on le propose, mais d'autres aussi le proposent. Hein. Mais voilà, ça peut être aussi un bon choix d'essayer de proposer quelque chose de différent de l'outil de tous les jours.
Alors, encore 2 conseils sur le format hybride. Donc là, on rentre un peu dans le cœur du sujet de l'expérience le jour J. Ou à l'instant de votre réunion, c'est les outils interactifs pour permettre de maintenir l'attention de l'audience et de récolter des feedbacks et vraiment prendre les bonnes décisions après la réunion. Faites une présentation et que vous avez besoin du retour de votre audience, L'adhésion de votre public. Donc ça, tu es en mute, Christophe. Jean-Charles, excuse-nous, on t'a pas entendu sur la fin, il y a eu juste une déperdition de connexion. Alors, donc je vais peut-être répéter. Désolé pour mon Wi-Fi, qui n'est pas terrible, mais voilà, au moins vous voyez les difficultés du format hybride. Donc je disais que les outils, je ne sais pas où vous m'avez laissé, mais que les outils d'interactivité permettaient de capter l'attention de l'audience, de recevoir du feedback et au final pour vous, de voir si vos messages sont bien passés et de prendre finalement les bonnes décisions après la réunion. En fonction des retours de vos collaborateurs, de votre public, de vos clients sur la réunion ou l'événement que vous avez organisé. Et je te passer la parole, Christophe, pour en dire un peu plus sur nos outils interactifs ou de nos concurrents. Mais qu'est-ce qui marchait bien aujourd'hui? Très bien, merci beaucoup. Ouais, en effet, en fait, alors, je donnerai juste un message avant qui rebondit un peu sur la préparation. Avant les outils et les modules interactifs, il faut bien se rappeler que la clé de l'engagement, c'est évidemment les intervenants. Et c'est pour ça qu'il faut absolument qu'ils soient bien préparés, que leur intervention permette en effet de donner envie aux participants de répondre au vote, de répondre à toutes les interactions qu'on peut diffuser. Et en effet, sur les interactions, alors nous, des concurrents, etc., je pense qu'aujourd'hui, on est tous à peu près calqués sur les mêmes types d'interactions. Mais comme vous l'avez vu dans un premier temps, généralement, il y a cette fameuse interaction qu'on appelle l'icebreaker, qu'on diffuse généralement en début de webinaire, de séminaire ou autre, qui est un nuage de mots qui permet de poser une question sur un mood, sur pas mal de choses, sur qu'est-ce que vous pensez du sujet dont on va parler aujourd'hui, par exemple l'atelier hybride, qu'est-ce que ça vous évoque. Généralement, c'est l'interaction de base et qui permet justement de débloquer, qui permet déjà de s'approprier l'outil pour les participants qui ne connaissent pas forcément et aussi de se sentir impliqués. Donc, il faut absolument que les participants se sentent impliqués. Donc, on va avoir les nuages de mots, on va avoir des questions fermées aussi avec soit un choix, soit plusieurs choix, etc. Nous, on a aussi des questions de notation, les questions images. Par exemple, quand on est dans un séminaire, il y a une présentation de logo, de nouveaux logos pour la société, là, on peut servir de ce type d'interaction. Voilà, il y a beaucoup d'interactions qui sont du vote avec résultats en direct, au questionnaire, un peu désynchronisé, au quiz qui permettent aussi de donner un enjeu un peu plus ludique aussi à une présentation, jusqu'au brainstorm. Après, il ne faut pas non plus trop en utiliser. On va dire que surtout sur des votes, 3-4 interactions sur une heure, c'est généralement largement suffisant pour pas noyer la présentation. Donc voilà, il y a plein d'interactions possibles. L'idée, c'est de les choisir aussi, de les adapter au format et de pas trop en donner. Donc, et je crois que, étant donné qu'on parlait d'interaction, ça va être le moment de vous faire voter de nouveau. Je vais lancer ça, Christophe. Tu vas lancer la question, c'est parfait. Voilà. Et donc, d'après vous, de combien les outils d'interaction augmentent l'engagement? Voilà la question. Et je crois qu'on propose 3 réponses. 20, 30 ou 40%. Donc, n'hésitez pas à voter. Vous avez dû voir un petit message de notification vous appelant à voter. Voilà, je vois les premières réponses.
pendant que vous votez, je vous sollicite aussi pour nous dire un peu, nous faire un retour sur, pour ceux qui connaissaient l'ancienne application de Nimbly, peut-être nous faire un retour sur cette nouvelle interface que nous avons commencé à commercialiser depuis quelques jours, quelques semaines. Voilà, n'hésitez pas. Nous, on la trouve super, beaucoup plus jolie que celle d'avant, plus conviviale. N'hésitez pas à nous faire nos retours par message. Et qui n'en est qu'à ses prémices parce qu'on prévoit beaucoup d'autres nouvelles fonctionnalités qui vont arriver, notamment d'ici la fin de ce trimestre. Voilà, vous êtes nombreux à répondre au quiz. Pas nombreux à nous laisser des messages, mais beaucoup à répondre au quiz. Alors, on va voir, on va arrêter ça pour voir si vous avez la bonne réponse. Voilà. Alors, vous êtes 25% à avoir répondu 20% et 75% à avoir répondu 40%. Et c'est 40% la bonne réponse. Voilà, donc effectivement, les outils interactifs, et on va voir avec Enora qui est patiente et qui va nous présenter l'étude IFOP, et on verra qu'effectivement, les outils interactifs sont un moyen vraiment d'augmenter l'attention des participants et même ceux qui ont du mal avec ce format distanciel, ce format hybride, sont convaincus que l'interactivité est le moyen de les captiver et de les engager sur la réunion. Voilà. Donc, on va passer à notre dernier petit conseil. Donc, voilà, comment faire vivre son événement dans la durée et donc après l'événement et donc de manière asynchrone. On a parlé pas mal de l'amont, donc de l'inscription à l'événement, de la préparation en amont, du pendant avec l'interactivité, et ça c'est plutôt le post-événement. Et donc, comment finalement exploiter le contenu de l'événement, donc le replay, partager effectivement la rediffusion de votre événement, et évidemment d'analyser aussi l'engagement de vos participants. Donc, vous avez au cours de l'événement lancé plusieurs interactivités, et donc c'est une source de données riche en informations pour vous, pour mesurer, chiffrer l'engagement de votre audience et les réactions à vos messages. Et donc, effectivement, au sein de la plateforme, Christophe, tu peux en dire plus, on crée des reportings automatiquement après la réunion pour restituer toute cette donnée. Donc, voilà, c'est facile pour vous, post-réunion, d'avoir une édition du reporting de votre réunion. Tout à fait. Alors, sur la partie purement data, je laisserai Alexia répondre. Moi, j'aurais juste un point à ajouter, c'est qu'en effet, là, et typiquement sur ce genre de format webinaire, sur lequel on peut avoir des participants en direct, mais des participants qui voudront revoir le webinaire un peu après. Il ne faut pas oublier que certains ne peuvent pas forcément participer parce que aujourd'hui à 10h n'était pas disponible, etc. L'idée, c'est de pouvoir justement envoyer a posteriori le replay, pouvoir revivre les interactions et autres, et surtout de pouvoir envoyer, en effet, de pouvoir diffuser les datas. Mais il ne faut justement pas oublier que dans de nombreux formats maintenant, l'événement il doit vivre pour ceux qui l'ont participé et pour ceux qui n'ont pas pu y participer. Et derrière, en effet, même pour ceux qui n'ont pas pu participer, on peut envoyer le replay et leur envoyer pas mal de données et de data autant aux participants qu'à l'administrateur. Toujours pour, je parlais tout à l'heure de l'engagement. Alexia, tu vas peut-être pouvoir nous en parler un peu plus. Oui, merci Christophe. Donc là, on a justement un petit exemple, c'est ce qui est le plus analysé chez nos clients. Donc comme Jean-Charles le disait aussi tout à l'heure, le taux de participation et l'engagement, qui sont des données quantitatives qui sont les plus analysées chez nos clients et qu'il faut analyser à chaque fois en post-événement.
Donc là, on voit typiquement depuis notre plateforme comment on peut croiser un lancement d'interactivité avec un pic d'engagement. Donc, on le voit là très clairement sur le petit graphique. Nous, ce qu'on conseille également à nos clients et ce qui fonctionne plutôt bien en dehors de ces données quantitatives, c'est également d'avoir des données qualitatives. Donc, avec Wisely, on peut lancer des petits formulaires de satisfaction. On peut le lancer au moment de la conclusion, comme ça, ceux qui sont encore sur la plateforme peuvent répondre directement, mais également le rediffuser post-événement via un petit mail en partageant le lien de notre formulaire de satisfaction. Et ça, ce serait vraiment une mine d'or pour les organisateurs de l'événement d'avoir des verbatims, des retours d'expérience des participants qui leur permettra ensuite d'améliorer les prochains événements. Donc vraiment, pour la phase amont de l'événement, ça accentue principalement l'analyse du taux de participation, de l'engagement et des données qualitatives via un formulaire de satisfaction. C'est un petit peu ce que font nos clients et c'est ce qui fonctionne le mieux, en tout cas pour la data. Merci Alexia pour ces petites précisions. Et effectivement, la richesse de la donnée post-événement est très importante pour nos clients. Alors, je vais donc, une petite synthèse, vous lancer un petit quiz. C'est selon vous, quel point abordé est le plus important pour réussir son événement hybride? Sollicite pour voir si vous avez bien retenu tout ce qu'on a dit. Voilà, vous allez voir apparaître toujours la notification pour vous inviter à répondre à cette petite question. Voilà, quels sont les points importants? Donc, est-ce que c'est la distinction des audiences? Est-ce que c'est le choix de la bonne plateforme? Est-ce que c'est l'expérience du jour J avec l'interactivité? Ou plutôt le post-événement avec la rediffusion du contenu et l'analyse des données? C'est par ordre d'importance. Voilà, donc je vais arrêter le vote. Voilà, donc les résultats est assez clair, assez net. Donc, Je reprends la parole. Donc, c'était en effet le résultat assez net. C'est miser la préparation, miser sur la préparation qui arrive en premier. En effet, comme on le disait, c'est super important. Créer une véritable expérience du jour J. Donc là, on parlait d'interactivité tout à l'heure. Choisir la bonne plateforme et en effet faire vivre votre événement dans la durée. Distinguer les audiences n'a reçu aucun vote. Ça reste quand même un élément, je pense, important, notamment alors, autant dans la préparation que le jour J. Mais je pense qu'on est dans le bon, au moins sur miser la préparation, ça permet de rassurer, déjà dans un premier temps. Jean-Charles, si tu es de retour, je peux te relaisser la parole. On a totalement perdu Jean-Charles. Il va revenir. Voilà, c'est les aléas du technique. C'est les aléas de la technique. En effet, prévoir aussi potentiellement un backup. Mais Jean-Charles, tu es de retour? Ouais, je suis de retour. C'est bien, on montre les problématiques techniques derrière. Voilà. Donc, je suis de retour en 4G. Juste avant que tu reprennes la parole, c'est quelque chose de très important. Également, toujours avoir quelqu'un en backup qui peut reprendre la parole et pas laisser des blancs. C'est un élément fondamental aussi. Ça fait partie de la préparation. C'est ça. Et donc, j'ai quand même vu le résultat. J'ai vu que c'est la préparation, justement, était le premier élément mis en place. Aujourd'hui, on a préparé. Voilà. Les réseaux Wi-Fi sont chacun aujourd'hui. En tout cas, le mien. Donc, je vais pas conclure. Je vais plutôt donner la parole à Enora avant. Parce qu'on est un peu déjà en retard. Et donc, Enora, je vais te laisser nous présenter donc, l'étude qu'on vous a confiée
sur les cadres et les événements hybrides. Vraiment, c'est très intéressant pour nous, ce retour. Et bah, je vais te laisser Bah, présenter voilà, l'étude. Merci beaucoup. Oui, donc on a fait une étude auprès des cadres pour savoir un peu quelles étaient leurs conceptions, leurs connaissances et leurs pratiques en fait des événements hybrides. Donc pour le coup, je vais passer assez vite sur la méthodologie, mais on est auprès de 1000 cadres, donc c'est un échantillon qui est quand même assez important, qui nous permet d'avoir de pouvoir aller en profondeur dans les catégories de cadres, etc. Et d'avoir aussi un échantillon qui est représentatif de la population cadre de France. Donc, la première question qu'on a posée, c'est une question un peu d'ouverture sur juste la connaissance de la notion d'événement hybride et de sa définition. C'est la slide d'après. Où en fait on posait au cadre, donc on proposait au cadre 3 définitions, 2 étant fausses et 1 étant correcte. Et on note déjà en premier abord en fait que tous les cadres, une majorité en tout cas, sait ce qu'est un événement hybride, est capable de lui attribuer la bonne définition. Donc on est sur 83%, c'est un très très bon score. Et ça s'explique par en fait une pratique de ces événements hybrides, les cadres, ces 2 dernières années, puisque c'est l'échelle de temps qu'on a décidé de poser, ont déjà assisté à des événements hybrides. Ils sont même 76% à avoir déjà participé à un événement hybride. Donc, c'est encore la slide d'après. Merci beaucoup, excusez-moi, je vous laisse faire le travail. Donc, on disait, ils sont 76% à avoir déjà assisté à un événement hybride au cours des 2 dernières années. Et donc, ils sont donc, dans le détail, 73% à y avoir déjà assisté à distance et 62% à y avoir assisté physiquement. Et aussi, une autre donnée qui est intéressante, c'est de voir qu'il y a 43% des cadres interrogés qui ont déjà participé à l'organisation d'un événement hybride. Donc, on est face à quand même quasiment une moitié de cadres qui a aussi cette vision de l'organisateur, cette vision un peu de l'autre côté de la barrière. Et ce qui est aussi intéressant pour voir quelles images ils ont de l'organisation, quelles est pour eux les qualités, enfin les qualités, les points forts de ces événements. Et un autre détail qu'on a, c'est qu'on est face à des pratiques en fait qui sont relativement régulières en fait. On a peu de cadres qui disent, enfin on a une minorité de cadres qui disent avoir déjà participé à un événement hybride, mais une seule fois. Mais on est face à des personnes qui ont assisté à plusieurs événements au cours des 2 dernières années, donc à des pratiques qui sont vraiment implantées dans leurs habitudes. L'autre détail qui est intéressant, c'est de savoir aussi qui sont les cadres qui ont le plus eu affaire à des événements hybrides. Donc, on voit qu'en fait, les cadres les plus âgés et les cadres qui sont au sein d'entreprises d'une certaine taille, de 500 salariés et plus, ont plus assisté à des événements hybrides que les autres. Pour ce qui est de la taille d'entreprise, ça peut s'expliquer par en fait juste le fait que, suivant la taille de l'entreprise, les contraintes organisationnelles ne sont pas les mêmes. Quand on veut faire un séminaire, quand on veut vous parler de journée d'introduction, des nouveaux collaborateurs, etc., il y a parfois besoin en fait de flexibilité pour pouvoir intégrer un maximum. Et il y a aussi ces entreprises qui ont aussi peut-être plus les moyens qui se sentent plus à l'aise d'organiser ce genre d'événement. Alors que bon, effectivement, c'est pas non plus, ça devient de plus en plus accessible. Et évidemment, on retrouve aussi les cadres qui travaillent dans des secteurs qu'on imagine aussi plus facilement à la pointe de ce genre d'événements, donc dans le secteur de la communication, du marketing, de l'innovation et du digital. Donc voilà. Mais après, on reste quand même globalement sur des niveaux qui sont très élevés. Et ensuite, on pose la question parce qu'on a supposé que vraiment l'un des points clés de ces événements hybrides, c'est le niveau d'attention des participants. Donc, en première question, on pose la question un peu des prénotions, des préconceptions des cadres sur, d'après eux, quel est le mode d'organisation qui leur permet d'être le plus attentif. Et on voit qu'il y en a quasiment les 3/4 qui pensent qu'on est plus attentif lorsqu'on est présent physiquement. Et pour le coup, un cadre sur 5 estime que le niveau d'attention est similaire et ils sont 7% à estimer qu'ils sont plus attentifs à distance. Donc, on est vraiment sur une sorte de crainte quand même de son niveau d'attention à distance, des craintes qu'il va falloir écouter et entendre. Et
Et aussi, ce qui est intéressant de voir, c'est que les personnes qui sont qui rejettent, même si le terme est un peu fort, mais qui sont les plus craintives de leur niveau d'attention à distance, en fait, c'est souvent des personnes qui n'ont pas assisté à des événements hybrides à distance pour le coup. Donc, il y a vraiment une peur, en fait, et qui est présente. Donc ensuite, pour voir un peu, pour le coup, ce qui se passe réellement pendant ces événements hybrides, c'est poser la question de quel était leur niveau de satisfaction sur différents aspects propres à l'organisation d'un événement hybride à distance. Donc, on a quand même pris ce faisceau-là parce que, effectivement, c'est ce qui peut être le plus impressionnant, ce qui peut soulever le plus de questionnements. Et on remarque qu'en fait, les cadres, lorsqu'ils ont assisté à un événement hybride à distance, sont très satisfaits de leur expérience, que ça soit en termes, je vais te parler organisationnels, donc la communication en amont, ou les conditions techniques de l'organisation de l'événement, le son, l'image, etc. C'est des cadres, voilà, ils sont 91% à se dire satisfaits, 88%. Mais il y a aussi tout ce qui est la question de l'attention. Donc, il y a la question frontale du niveau d'attention pendant l'événement. Ils sont quand même 76% à être satisfaits, ce qui prouve bien que si on a des a priori sur l'attention quand on est à distance, etc., en fait, dans les faits, c'est pas rédhibitoire en fait, c'est même très satisfaisant. Et il y a aussi la question de la durée de l'événement, parce qu'effectivement, on ne peut pas se permettre de faire des événements d'une durée extrêmement longue sur plusieurs jours, etc., quand on a un public qui peut être à distance et qui donc pourra être un peu plus facilement distrait. Et là encore, c'est des problématiques qui ont été prises en compte et qui ont satisfait les cadres qui ont fait l'expérience d'événements hybrides. Et le contenu aussi de ces événements est satisfait 86%. Donc, on est vraiment face à une organisation d'événements qui satisfait les personnes qui en ont fait l'expérience, ce qui est extrêmement encourageant. L'autre question qu'on a posée, évidemment, il fallait y venir, c'est la place de la crise sanitaire dans la pratique de ces événements hybrides, parce qu'effectivement, une fois que tout le monde est confiné ou qu'il y a des mesures, des normes sanitaires, etc., compliqué de refaire des grands événements, des grands séminaires avec tout le monde en présentiel dans une salle. Et on voit bien que pour 65% des cadres, et là on pose la question à tous, ceux qui ont expérimenté des événements hybrides et ceux qui ne l'ont pas, eh bien, ils sont 65% à dire que ça a contribué à susciter leur intérêt, et 30% même, cela a beaucoup participé à susciter leur intérêt. Et effectivement, parmi les cadres qui, au cours des 2 dernières années, n'ont pas assisté à d'événements hybrides, ils sont quand même 38%. Alors, effectivement, c'est moins qu'en l'ensemble, mais ça reste quand même 38%, donc près d'un tiers, pour qui la crise sanitaire a renforcé leur intérêt. Donc, on est face quand même à une population qui est assez à l'écoute, qui est assez curieuse de ces modes d'organisation-là. Et pour finir, on pose les questions du principal avantage et du principal point d'amélioration de ces événements. Donc pour ce qui est du principal point, le principal avantage de ce format, on se rend compte que pour une grande majorité, en fait, il s'agit vraiment d'avantages de type organisationnel, de type d'organiser son programme, son temps. On disait c'est compliqué de caler pendant une journée, 2 journées, des déplacements, de descendre dans le sud de la France, ça reste difficile à organiser. Et donc pour 48%, la possibilité de ne pas avoir à se déplacer pour participer à un événement hybride, c'est le principal avantage. Et comme on voit en fait en seconde position, ce qui arrive, c'est la possibilité de choisir son programme et d'optimiser son temps. Donc on est encore sur c'est contraignant en fait. C'était contraignant de participer à un événement, et l'événement hybride permet un peu de casser ça. Il y a encore aussi cette notion d'interaction qui revient, et qui revient même particulièrement chez les plus jeunes en fait. Donc une des hypothèses, c'est qu'on est face à une génération qui a l'habitude des outils numériques, qui a l'habitude que ces outils numériques cassent la distance entre les participants, cassent la distance entre les participants et les intervenants. Et il y a aussi une sensibilité à l'impact écologique des déplacements qu'on retrouve ici, et qu'on retrouve toujours un peu plus chez les moins de 35 ans qui sont souvent plus sensibles à ce genre de thématique.
Et ensuite, donc, toujours à l'ensemble de ces cadres, on pose la question du point d'amélioration. Quelle est la chose qui pourrait les inciter à participer à un événement hybride? Et là, on retrouve de manière assez intéressante, et c'est ce que vous disiez, Jean-Charles, c'est l'importance de l'interactivité, en fait. C'est vraiment ça qu'il faut mettre en valeur sur l'organisation des événements hybrides. C'est la possibilité de parler. C'est la slide. C'est... Non, mais c'est plus... comme ça, c'est plus visuel. Mais donc, on voit qu'en premier arrive vraiment la possibilité de parler avec les autres personnes, parce que comme vous disiez, en fait, les événements hybrides, c'est aussi des rencontres, en fait. C'est un événement social. Ça donne la possibilité de discuter avec de nouvelles personnes, et c'est quelque chose qu'il faut amplifier, puisque justement, l'événement hybride permet de réunir beaucoup plus de personnes qui viennent d'horizons beaucoup plus différents, et donc ils sont un quart à vouloir qu'on accentue cet aspect-là. Et ils sont aussi 19% à vouloir aussi que la barrière entre les intervenants et les participants se fasse plus perméable, en fait, qu'on puisse plus facilement interagir, que ce soit par le biais donc, de ce chat, des outils que vous avez mis, des nuages de mots, etc. Enfin voilà, il y a une volonté de tirer parti de toutes les spécificités de ce mode d'organisation. On voit que reviennent quand même les conditions techniques à 22%, ce qui reste, voilà. Mais comme on le voyait, en fait, on est face aussi à des conditions techniques qui, dans les faits, satisfont les cadres. Donc, on est sur de l'amélioration, de la perfectibilité. Et oui, on n'est jamais à l'abri d'une déconnexion, d'un micro qui marche mal, etc. Et si dans les faits, il y a 21% des cadres interrogés qui estiment qu'aucune de ces affirmations ne pourrait les convaincre, derrière, il y a 2 personnes pour qui, en fait, il n'y a aucune amélioration à apporter, de fait, mais il y a aussi une part de personnes qui sont assez réticentes à l'organisation de ces événements. Dans les faits, 35% des cadres qui ont jamais assisté à un événement hybride estiment qu'aucune amélioration ne pourrait les convaincre, mais en fait, c'est quelque chose à voir aussi en négatif, en miroir, c'est-à-dire qu'il y a 65% de ces cadres qui ont un intérêt et pour qui, en fait, il y a une forme de pédagogie à avoir, une approche un peu didactique pour expliquer les avantages, pour les mettre en situation, puisque apparemment, les événements hybrides, ce sont des expériences qui sont très satisfaisantes. Et oui, vous parliez du futur de ces événements hybrides, et nous, je peux apporter nos chiffres à nous de l'IFOP, on voit bien que les cadres, il y a vraiment, depuis la crise sanitaire, une redéfinition, en fait, de leur rapport au travail. Et vraiment, il y a une volonté d'un meilleur équilibre vie perso, vie professionnelle, il y a une envie de télétravailler, etc. Et donc, on est face à une redéfinition, à une volonté d'avoir des modes d'organisation plus flexibles, plus hybrides. Donc, il se joue quelque chose actuellement, quoi. Voilà. Merci Nora. Je crois que tu as même apporté la conclusion. Oui, non, mais vraiment, c'est très intéressant et ça reflète nous, à travers de nos clients et des événements qui se passent sur la plateforme Boisembi. On voit effectivement dans le chat effectivement, est-ce qu'on connaît la part d'événements hybrides en entreprise depuis 2020. C'est un peu dans la suite de ce que tu dis. C'est que en 2020, on n'en voyait pas trop parce qu'on était vraiment en full distanciel pendant les quelques mois, les longs mois de la crise sanitaire. Et là, depuis 2021, et maintenant ça s'installe en 2022, je dirais que la part de l'hybride est assez importante. Surtout sur des événements, effectivement, au-delà de 50 personnes, ça devient difficile de réunir tout le monde en présentiel au même endroit, au même moment. Donc, pour s'adapter, pour être plus flexible, et la flexibilité, je pense, c'est vraiment la tendance dans les organisations et dans l'organisation du travail, de par le télétravail, de par le multisite, de par plein de choses. Je pense que l'événement hybride répond vraiment à cette demande de flexibilité et d'organisation, aussi d'engagement des collaborateurs
par un événement où tout le monde peut être là. On a dit, je ne sais pas si on a trop insisté là-dessus, mais l'hybride aussi permet finalement de réunir finalement des audiences plus grandes qu'avant. C'est-à-dire, voilà, on voyait des entreprises faire plusieurs séminaires ou plusieurs petites réunions. Un seul événement peut réunir tout le monde parce qu'on a cette flexibilité du distanciel. Et donc, plus facile à rentrer dans ces agendas et donc réunir tout le monde à un seul moment et passer un message global et interagir tous ensemble. Donc ça, c'est vraiment, voilà. Donc nous, la part est assez importante. Et sur notre plateforme, on voit effectivement de plus en plus, 30% aujourd'hui sur de l'hybride. Et de plus en plus, là, on voit s'installer les choses. C'est-à-dire que les entreprises s'organisent pour en faire, découvrent le format, le dupliquent, parce que ce que je disais un peu au début, ça peut être de la petite réunion, de la formation, des grands événements ou plusieurs événements. Ça s'installe un peu dans tous les formats de réunion. Ce qui est assez nouveau. Oui. Voilà. Après, oui, vas-y, Nora, tu veux rajouter quelque chose? Oui, pour répondre à la question d'après, qui est un peu plus d'ordre méthodologique, on a interrogé les cadres du privé, pour le coup, mais on a, dans le détail, on a la distinction entre les cadres salariés d'un secteur privé et les cadres salariés d'un secteur public. Donc, voilà. Mais pour le coup, on a fait le choix d'interroger les cadres, de ne pas interroger les cadres de la fonction publique, de vraiment se concentrer sur le secteur privé. Alors nous, on peut répondre un peu parce que justement, ça, c'est un peu nouveau pour Wisely, mais enfin un peu nouveau. Ça s'accélère en tout cas. Nous, on voit arriver beaucoup de clients publics parce que historiquement, Wisely, ça s'est développé surtout dans les grands comptes français, les grandes entreprises qui ont digitalisé leurs événements bien avant le Covid et qui étaient un peu pionniers dans ce type de dispositif. Mais aujourd'hui, on voit des plus petits acteurs, mais aussi tous les acteurs s'équiper. Et donc, on a beaucoup de clients dans les ministères, les préfectures, les mairies, qui adoptent la digitalisation de leurs événements et sur des formats webinaires comme on fait aujourd'hui, mais aussi hybrides, un peu tous les formats. Et donc, voilà. Donc, en ce moment, on a beaucoup de clients du secteur public. Donc, c'est quelque chose qui s'installe dans tous les secteurs d'activité. Il n'y a pas de... Je pense que toute entreprise est amenée à réunir ses collaborateurs, à échanger avec ses relais. Et l'engagement, on voit aussi une vraie volonté d'engager plus ses collaborateurs parce que la distance peut aussi être un peu pour les organisations. Et donc, l'événement hybride répond à ce besoin d'engager tous les collaborateurs d'une organisation et aussi souvent qu'on peut et avec la flexibilité adaptée. On a une dernière question. Lorsqu'un présentateur est en distanciel comme moi, existe-t-il des solutions techniques fiables pour qu'il puisse piloter lui-même le passage des slides? Ah oui, alors ça, c'est ma Donc moi, je suis effectivement à distance et donc sur un salon à Cannes, donc avec un peu de difficulté à me connecter. Et donc voilà, par exemple, le passage des slides. Alors, on a deux, pour être entré dans la technique, on a deux moyens. Là. Donc là, je suis en partage de documents, ce qui a été pour moi un peu difficile à gérer parce que je dois gérer mon document à côté et l'interface de la plateforme. Donc, ce qui m'a créé un peu de soucis de synchronisation. Mais on a aussi, et j'aurais dû l'utiliser aujourd'hui, un partage de documents dans la plateforme. Ce qui permet de mieux gérer le document et de bien synchroniser la réunion avec le document. Donc, my bad sur ce coup-là. Donc oui, on a la solution et on aurait dû l'utiliser aujourd'hui. Donc, un nouveau type pour nous. Et je rebondis juste sur un élément, justement Oui. sur le partage d'écran. Ce qu'on conseille, alors le partage d'écran, il a quand même des avantages parce que ça permet de garder les animations et autres d'un PowerPoint. Oui. Par contre, quand on fait du partage d'écran, c'est compliqué de le faire avec un petit ordinateur type laptop. Ce qu'on préconise dans ces cas-là, c'est soit d'utiliser un très grand écran, si on peut,
qui permettent d'avoir son retour visio et la plateforme et à côté le document à diffuser, ou directement, encore mieux, d'avoir 2 écrans. Donc, on peut, là encore, si on a l'habitude de faire des événements hybrides, autant bien se lotir en bon Bien se matériel. préparer. Voilà. Voilà. Donc exactement, ça a été mon point de difficulté aujourd'hui là, c'était effectivement, je suis sur mon laptop avec un petit écran et de gérer effectivement à la fois le document, la vidéo, les interactivités. Donc là, vous voyez, j'ai eu quelques difficultés, mais j'ai tout géré, donc les quiz, le chat, le document, voilà, avec un seul, sans modération, juste, voilà, D'où juste l'importance avec d'avoir un seul mon outil. petit laptop. Voilà. Une bonne connexion Internet, surtout, ça c'est important. Une bonne préparation en amont aussi. Voilà. Ouais, j'avais préparé, mais bon, ouais, voilà, ça a failli, la connexion Wi-Fi de l'hôtel. Vous saurez tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc voilà, vraiment pour conclure, je vais aussi, donc, si vous voulez en savoir plus, on a édité un guide sur l'événement hybride. Un joli document, je pense qu'on va envoyer à tous les participants du webinaire. C'est gratuit, c'est cadeau de Weaselby. Voilà, et vous en saurez plus sur voilà, tous les conseils. Donc Christophe, Alexia et notre marketing ont collaboré à ce document pour vous donner voilà, tout notre savoir sur l'événement hybride. Donc vous le retrouverez dans ce guide. On vous fera passer aussi l'étude de l'IFOP, cette restitution. Merci Enora. N'hésitez pas à nous solliciter. Je suis convaincu que, pour conclure, que l'événement hybride, c'est l'avenir. On travaille dessus, on fait évoluer notre plateforme, comme vous le voyez aujourd'hui, vers ça. C'est vraiment le format qui est convaincant, qui s'adapte. Enfin, voilà, on suit l'évolution de l'organisation du travail des entreprises, enfin, pas que des entreprises d'ailleurs, des associations, de tous les acteurs qui souhaitent communiquer avec des audiences plus ou moins larges d'ailleurs. Mais voilà, on pense que ce format-là est vraiment le format qui s'impose et qui apporte la flexibilité, comme tu disais Nora, l'équilibre perso, privé et le travail qui permet d'économiser du transport, qui réduit son impact écologique. Voilà, c'est vraiment, je pense, un besoin et avec ce format-là, on répond à ce besoin. Donc voilà, merci à tous. N'hésitez pas à nous solliciter. On vous en dit plus très vite. Et on a été très heureux de partager ce moment avec vous. Merci Alexia, merci Nora, merci Christophe. Merci Merci beaucoup. à vous. Merci. Voilà, à bientôt. Merci, Au bonne revoir. journée. Au revoir. Donc.